Salut à tous. Initialement, lorsque j'ai fait ma vidéo sur Fessenheim à l'occasion de la fermeture du premier réacteur, je ne pensais pas vraiment avoir à revenir dessus. Et ce, d'autant que je suis déjà bien assez à la bourre sur mes autres dossiers. Mais bon, avec la fermeture définitive, d'autres éléments sont venus s'ajouter par-dessus et je les considère suffisamment intéressants pour en faire une seconde vidéo, qui du coup servira de complément. Bien que ce ne soit pas strictement nécessaire pour comprendre tout ce que je vais dire ici, je vous conseille de visionner la première vidéo histoire de faire un tour d'horizon des problématiques économiques, écologiques et politiques soulevées par cette fermeture. Après 43 ans de bons et loyaux services, la centrale nucléaire de Fessenheim a définitivement baissé le rideau le 30 juin dernier. Ce qui a momentanément relancé le débat sur la place du nucléaire en France et ce qui a aussi engendré des sorties médiatiques assez hasardeuses. Je pense notamment au ministre de l'économie qui disait en substance qu'il comprenait les avantages écologiques et stratégiques du nucléaire, mais que pour autant, le cap de réduction du nucléaire dans la production d'électricité serait maintenu. Justement, le nucléaire, est-ce que le nucléaire préserve notre environnement? Oui. Oui, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes un défenseur du nucléaire, je le sais. Je suis un défenseur du nucléaire, comme beaucoup de scientifiques beaucoup plus chevronnés que moi le sont, parce que le nucléaire n'émet pas de CO2. Et qu'aujourd'hui, nous avons une énergie nucléaire qui a deux avantages. Elle nous permet d'être l'un des pays qui émet le moins de CO2 pour sa production d'électricité, et ça nous garantit quelque chose dont tout le monde parle matin, midi et soir. Ça nous garantit notre indépendance. Alors et comme pourquoi Français, réduire rien n'est plus important que notre indépendance. Pourquoi réduire la production d'électricité par le nucléaire? Parce qu'il ne serait pas raisonnable, Jacques Bourdin, de continuer à dépendre à 75% de l'énergie nucléaire dans notre production d'électricité. Donc on va le faire évoluer. Et on va passer de 75% à 50% de production de l'électricité par le nucléaire d'ici 2035. Donc on va équilibrer les choses. Construire de nouveaux EPR. L'équilibre et la modération sont quelque chose dont la nation française a besoin. C'est culotté de la part de Bruno Le Maire de venir nous faire la leçon en invoquant l'argument de l'indépendance alors qu'au contraire, la présente fermeture illustre une perte de celle-ci sur les questions énergétiques. Mais ça, on y reviendra plus tard. Vous l'avez peut-être noté, mais Bruno Le Maire, pas plus que n'importe qui d'autre qui a pris la parole sur ce sujet, ne s'est donné la peine de justifier en quoi il est déraisonnable de dépendre à 70-75% de la production électrique nucléaire. Et en fait, c'est très simple, il ne peut pas le faire. Il n'y a pas de justification technique de cette réduction du nucléaire, étant donné que l'idée provient d'un accord électoral entre le PS et les Verts à l'occasion de l'élection présidentielle de 2012. On retrouve cette volonté dans la loi sur la transition énergétique en 2015 sous le gouvernement Hollande, puis confirmée par la programmation pluriannuelle de l'énergie en 2018 sous Macron. C'est donc bien moins un choix technologique qu'un choix purement politique. Mais apparemment, Bruno Le Maire est un grand défenseur du nucléaire, à l'instar de scientifiques bien plus chevronnés que lui. Du coup, voyons voir ce que ces scientifiques chevronnés, disons ceux de l'Académie des sciences, ont pensé de la fermeture de Fessenheim et du cap énergétique de la France. Avis de l'Académie des sciences, Paris le 7 juillet 2020, fermer Fessenheim et d'autres réacteurs est un contresens. Morale de l'histoire, caramba, encore raté, décidément Bruno Le Maire n'a pas beaucoup de chance. Je vous invite à aller lire le communiqué, après tout il fait moins de 2 pages et il est très accessible, et pour ma part je vais en retenir ceci. Le développement du parc nucléaire historique a factuellement permis à la France d'avoir une électricité pilotable peu chère et bas carbone, et le surcoût de l'EPR est surtout lié à des problèmes industriels et au fait que ce soit un premier de série. De leur point de vue, même en intégrant les énergies renouvelables et les nouveaux moyens de stockage, la France, pour rester à un bon niveau d'émissions de CO2, devra garder un nucléaire fort. Ce qui implique d'anticiper la construction de nouveaux réacteurs pour remplacer ceux du parc historique qui seront arrivés en fin de vie. Et l'Académie défend que les arguments invoqués pour la fermeture de Fessenheim comme l'ancienneté ou le risque sismique sont limités et étaient déjà pris en compte par les autorités de sûreté. Si l'on se fie à cet avis, le gouvernement se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mais ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça, étant donné qu'il repousse au prochain quinquennat toute hypothèse de construction de nouveaux réacteurs. Je vous propose de revenir un peu sur l'argument de la compétitivité du parc nucléaire. En 2014, la Cour des comptes estimait qu'1 MWh d'électricité nucléaire revenait en prenant en compte les dépenses passées, présentes et futures à un peu moins de 60 €. Mais en l'état, ce qui nous intéresse nous, c'est de savoir s'il est économiquement viable de prolonger un parc nucléaire entre gros guillemets vieillissant. Si l'on regarde le coût cash, ne tenant plus compte des dépenses antérieures, la Sfen estime alors ses décaissements en monnaie sonnante et trébuchante à 33 € par mégawattheure. Il faut également savoir que ce coût cash inclut les 45 milliards d'euros engagés pour le grand carénage, c'est-à-dire les dépenses de maintenance pour le prolongement des réacteurs et la mise à niveau depuis Fukushima. À titre de comparaison, la Cour des comptes estimait en 2018 le prix moyen de rachat des énergies renouvelables entre 72 et 95 € par mégawattheure.
Il faut néanmoins nuancer puisque d'un côté, certaines installations solaires et éoliennes tombaient à 65 € par mégawattheure, et de l'autre côté, certains appels d'offres proposaient des prix bien supérieurs, dépassant même les 200 € pour des projets d'éolien offshore et l'éolien flottant. Quoi qu'il en soit, cet argument de la compétitivité du nucléaire me semble bel et bien fondé. La fermeture de Fessenheim revient donc à s'amputer d'un moyen de production électrique économiquement intéressant, et ce en connaissance de cause. Comme si ça n'était pas déjà bien assez, étant donné qu'il s'agit d'une fermeture anticipée, l'État doit aussi indemniser EDF. Ainsi, pour les seuls frais de démantèlement, le montant est évalué entre 370 et 443 millions d'euros. Auquel il faut en plus ajouter le manque à gagner des différentes fermetures chiffré à un minimum de 490 millions d'euros. Clairement, il n'y a rien d'abusif à dire que l'État se tire plusieurs balles dans le pied avec cette fermeture. Que ce soit du point de vue économique, stratégique ou environnemental. Justement, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la question des émissions de CO2 induites. Dans ma précédente vidéo, j'avais évoqué le calcul de la SFEN qui donnait quelque chose comme 6 à 10 millions de tonnes de CO2 supplémentaires par an. On trouve cette fourchette en prenant pour hypothèse que l'intégralité des 12 TWh annuels produits par Fessenheim seront intégralement remplacés soit par du charbon, soit par du gaz. Et on y ajoute ensuite les coefficients médians d'émissions de CO2 calculés par le GIEC. Cet ordre de grandeur étant assez élevé, il a suscité quelques critiques. Par exemple, Yves Marignac de l'association Negawatt, anti-nucléaire soit dit en passant, mais ici peu importe, rétorque ceci. Ça n'est pas conforme au fonctionnement du marché. La fermeture d'un réacteur nucléaire, c'est aussi éventuellement un appel pour de l'énergie hydraulique. Lui et un directeur de recherche du CNRS s'accordent néanmoins pour dire que l'intégralité de la production de Fessenheim ne pourra pas être immédiatement remplacée par du renouvelable. Il faudra donc par ailleurs compter sur les capacités de production nucléaire, gaz et charbon. À court terme, il risque donc bien d'y avoir un surplus d'émissions dans l'atmosphère à la suite de la fermeture de Fessenheim. Quelques millions probablement, mais moins que 6, évalue Daniel Leher du CNRS. Pour essayer de calculer tout ça, je vous propose de jeter un œil à ce graphique. En gros, sur la base des données des réseaux électriques, l'auteur du graphique a réussi à reconstituer la façon dont était géré en France 1 MWh de hausse de la consommation, de production éolienne et de production solaire. Ce qui nous intéresse nous, c'est la première colonne. En d'autres termes, on va estimer que produire l'électricité que Fessenheim ne produit aujourd'hui plus équivaut à une hausse de la consommation. On reprend donc les sources, la proportion qu'elles jouent pour gérer une hausse de la consommation et leurs intensités carbone respectives. Pour les importations nettes, je prends les émissions moyennes du mix électrique allemand. Ce qui nous donne un résultat d'un tout petit peu moins de 298 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Alors ce n'est pas tout à fait complet pour autant, puisqu'une partie de ce courant, à peu près un cinquième d'après les journaux, bien que je n'en ai pas retrouvé la source d'origine, est livrée aux Allemands. On va malgré tout considérer cette affirmation comme vraie et que le reste est imputable à la consommation française, et à partir de là on peut formuler deux hypothèses supplémentaires. Première hypothèse, l'électricité produite par Fessenheim soulageait le mix électrique allemand qui est en moyenne à 420 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Et seconde hypothèse, ces quelques térawattheures seront intégralement remplacés par la nouvelle centrale charbon de Datteln 4 qui elle est plutôt à 820 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Ainsi, en prenant une production de 12 TWh par an, le résultat total va de 3,8 à 4,8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires. C'est un résultat théorique, à très court terme étant donné qu'il est prévu d'installer progressivement d'autres sources pour pallier ce manque, et j'ai très certainement omis d'autres facteurs, dont au moins un qu'on va aborder un peu plus tard. Mais effectivement, comme disait Daniel Leher, on est sur un ordre de grandeur de quelques millions, moins que 6, et on s'en serait volontiers passé. Continuons un peu le tour d'horizon médiatique avec cet article de France Info où je pense il y a encore des informations intéressantes à aller puiser. L'article est découpé en 3 parties, il y a du bon et du moins bon, et si je devais résumer, ça donnerait à peu près ceci. Le premier point me paraît assez fallacieux, à moins évidemment que ce ne soit moi qui ai tout compris de travers. Pas grand chose à redire sur le point 2 et je ne vais pas m'attarder dessus. Et le point 3, selon moi le plus intéressant ici, illustre un magnifique foutage de gueule politique. Bon, on va évacuer le point 1 tout de suite. Pour commencer, même si ce qui est dit sur la routine de maintenance est très certainement vrai, je ne suis pas certain que ce soit comparable avec une fermeture définitive. Par ailleurs, je ne comprends pas l'intérêt de se focaliser exclusivement comme il est fait dans cet article sur les indicateurs de consommation et de production d'échelle régionale. Étant donné qu'au final, la fermeture de Fessenheim va avoir une incidence d'échelle nationale sur l'approvisionnement électrique. Et c'est ce qui nous permet de rebondir sur le point 3.
Si à la base la fermeture de Fessenheim était prévue et anticipée, il faut maintenant la remettre dans le contexte de la crise sanitaire. Bien entendu, cette fermeture n'est pas la cause en soi des problèmes que je m'apprête à développer. Dans le bilan prévisionnel de RTE de 2019, avant la crise sanitaire donc, voici ce qu'on avait. Pour l'hiver à suivre, avec la fermeture de Fessenheim et certaines centrales charbon, nos marges d'approvisionnement allaient baisser pour atteindre un niveau somme toute assez faible. Puis pour l'hiver suivant, avec les nouvelles interconnexions européennes et la mise en service de la centrale gaz de Landivisiau, les marges allaient remonter. Les 2 hivers d'après, entre les visites décennales, les fermetures des dernières centrales charbon et le retard de l'EPR, on allait tomber en déficit significatif de capacité. Mais entre-temps, la crise Covid est passée par ici et a obligé EDF à réaménager son programme de maintenance. Si je ne dis pas de bêtises, il devrait y avoir cet hiver 6 réacteurs débranchés du réseau pour ces soucis de maintenance. Et toujours d'après RTE, si les températures sont trop en dessous des moyennes de saison, il risque d'y avoir des soucis d'approvisionnement, même en tenant compte des importations. Auquel cas, il faudra remédier à ça avec des coupures ciblées et quelques autres moyens dits post-marché. Pour illustrer tout ça, on a le droit à une modélisation de la consommation sur une semaine de novembre où RTE a identifié de possibles risques de défaillance. On notera sur les 3 moments détaillés la variabilité des productions intermittentes que sont le solaire et l'éolien. Même si c'est pris en compte dans les modélisations, ça a quand même vite fait d'être un facteur de risque supplémentaire pour peu qu'il n'y ait pas ou pas assez de soleil et de vent. Les coupures ciblées viseront d'abord le secteur tertiaire. Par exemple, les éclairages des devantures de magasins, des locaux non utilisés ou encore les panneaux publicitaires. Mais au final, la puissance économisée là-dessus est jugée comme limitée. Restent alors les effacements de consommation proposés par les fournisseurs. C'est-à-dire des offres où les consommateurs sont incités à réduire temporairement leur consommation d'électricité et de la reporter en dehors des heures de pointe. Moyennant par exemple un prix du kilowattheure électrique plus élevé au moment des pics de consommation journaliers. Et si vous n'avez pas contracté ce genre d'offre, il vous reste toujours les éco-gestes. Ce qui dans le fond est la même chose que l'effacement sans l'incitation du fournisseur. Éteignez la lumière en sortant de votre chambre, n'allumez pas votre lave-vaisselle aux heures de pointe, économisez 1 degré sur le chauffage électrique, etc., etc. Pour moi, ça soulève à minima la question de savoir s'il fallait nécessairement passer par une situation de contrainte pour sensibiliser au levier d'économie d'énergie. Et je trouve pas ça top comme message quand il y a déjà des foyers qui peinent à payer les factures et qui sont obligés de réduire le chauffage en hiver. Enfin, tout ça c'était pour la partie explication des risques réseau, et maintenant voyons voir ce qui se dit du côté des politiques. Le 11 juin, Elisabeth Borne, qui était encore à ce moment-là ministre de l'écologie, et François Brottes, le président de RTE, répondent calmement qu'il n'y a pas de risque de blackout pour l'hiver prochain. Il n'y aura peut-être pas de coupure généralisée, mais quand on voit à quoi tient l'équilibre du réseau, on comprend qu'il joue un peu à pile ou face. Pour autant, cette crise révèle selon moi des choses intéressantes, d'une part sur la gestion du parc électrique et d'autre part sur la stupidité des politiciens qui essayeraient de s'en mêler. Parce que le 30 avril dernier, Elisabeth Borne, qui décidément n'en loupe pas une, a décrété que cette crise était un excellent argument pour la réduction du nucléaire au profit des énergies renouvelables. C'est bien essayé, mais il n'y a toujours rien d'exact dans ce qu'elle dit. Rabaisser la production nucléaire au profit des énergies renouvelables le plus souvent intermittentes, puisque c'est ça dont il est question dans la PPE, est une idée globalement foireuse. Récemment, c'est la Californie qui a eu un épisode de coupure généralisée justement à cause de sa trop grande dépendance aux énergies renouvelables intermittentes et aux aléas météorologiques. Autrement, si on veut supporter l'intermittence, il faut surtout avoir une capacité pilotable suffisante à côté. Et si on n'a pas de ressources intéressantes et bas carbone sous la main, il faudra forcément se reporter vers les énergies fossiles. Auquel cas, on prend plutôt la trajectoire d'un pays comme l'Allemagne et vous avez vu ce que ça donnait en termes d'émissions de CO2 malgré tout. Deuxièmement, côté maintenance, la crise ne montre pas la difficulté des opérations à proprement parler. Elle montre surtout que dans des circonstances particulières rendant la maintenance plus longue et plus compliquée, celle-ci entre en conflit avec les besoins d'approvisionnement. Ce qui, en un sens, avait déjà été pointé dans le bilan prévisionnel de 2019 avec le planning des visites décennales, auquel il fallait ajouter un certain nombre de fermetures. Et comme on avait déjà une petite idée des risques avant que la crise sanitaire ne vienne s'en mêler, les regards devraient plutôt se tourner vers les politiques énergétiques. Dans tout ça, EDF a tout de même réussi à proposer dans l'urgence un nouveau plan de maintenance afin de limiter la casse. Là, clairement, c'est Elisabeth Borne qui se fout de la gueule du monde à vouloir utiliser la crise pour taper à tout prix sur le nucléaire.
Surtout que c'est elle et les autres ministres de l'écologie sous Macron qui ont défendu la fermeture de Fessenheim, y compris au moment où on avait anticipé le risque sur les marges de capacité. D'un autre côté, vous me direz, on commence à être habitué à cette étrange tendance qu'ont les dirigeants français à systématiquement laisser tomber les fleurons industriels. En fait, politiquement, c'est même pire que ça. Je vous disais en début de vidéo que cette fermeture illustrait une perte d'indépendance sur nos questions énergétiques. S'agirait maintenant de vous expliquer pourquoi. Si cette fermeture a été décidée dans le cadre de la PPE en 2018, elle a ensuite été réinscrite dans les grandes lignes directrices du traité d'Aix-la-Chapelle pour la coopération franco-allemande et l'intégration européenne. Traité qui présente tout un tas de belles choses sur le papier, mais certaines qui m'interrogent vraiment sur l'indépendance de la France, comme la coopération accrue au sein des Nations Unies. Ou devrais-je plutôt dire la volonté de jumelage des deux sièges au Conseil de sécurité. Mais pour en revenir à Fessenheim, on trouve plusieurs lignes directrices d'un projet territorial, notamment le renforcement de la coopération bilatérale de haut niveau en matière d'énergie et de climat. Ce qui doit permettre, je cite, d'étudier la possibilité d'instaurer un plan commun franco-allemand dans les stratégies nationales et de créer des incitations afin de faciliter la réalisation des objectifs nationaux en matière de transition énergétique. Vous me l'accorderez, niveau perte d'indépendance, on fait difficilement plus explicite. Au fond, que vaut cette notion de coopération quand on sait que ça fait un petit bout de temps que l'Allemagne demande la fermeture de Fessenheim pour des raisons de sûreté qui n'ont jamais été prouvées? C'est très simple, on n'est pas dans une dynamique de coopération mais plutôt de pression, de soumission et, je pense qu'on peut le dire, de trahison. Si jamais vous trouvez que ces mots sont durs ou exagérés, vous pouvez toujours prendre ceux du président de la région Grand Est, qui lui a pu témoigner de l'attitude des Allemands pendant les discussions. Ayant assisté à certaines scènes, il n'y avait aucune négociation possible avec les Allemands à partir du moment où nous n'étions pas décidés clairement sur une date extrêmement précise et une forme de pression plus que forte sur les autorités françaises pour dire nous n'ouvrons aucune négociation avant que vous ayez décidé définitivement de fermer votre centrale. Par moments, j'ai un peu mal vécu. J'ai un peu mal vécu cette forme de directive allemande à l'encontre de la France, même si parfois il faut savoir passer outre et que le projet de Fessenheim doit se faire effectivement dans un esprit transfrontalier équilibré, mais dans lequel la France doit garder aussi une forme de décision et de souveraineté. Je pense que c'est important et que la collaboration, elle ne doit pas se faire simplement dans l'attente du pain béni allemand, mais aussi dans une forme de décision française extrêmement forte dans laquelle les Allemands se sentent embarqués plutôt que le contraire. C'est là une bien étrange vision du couple franco-allemand que Jean Rottner nous décrit. En somme, le projet territorial a été élaboré en 2018, puis signé le 1er février 2019, tout en nécessitant la fermeture de Fessenheim courant 2020. Autant dire que ces pressions allemandes ont participé à rendre le calendrier de la reconversion encore plus intenable. Résultat, à l'arrêt du premier réacteur en février, les pistes de projet entre Colmar et Mulhouse en étaient encore au stade des discussions. 5 mois plus tard, à l'arrêt définitif, ça n'a pas changé d'un iota. D'après le maire de la commune, on est exactement dans la même situation, à savoir l'incertitude totale. Il n'y a aucune perspective à court terme sur le bassin d'emploi de Fessenheim. La société d'économie mixte, initialement prévue pour début 2020, devrait être créée d'ici la fin de l'année. Mais encore une fois, il va falloir espérer que le caractère franco-allemand ne soit pas source de conflits et de dysfonctionnements. Pendant ce temps, au milieu des discussions, ce sont plus de 2500 emplois qui sont amenés à disparaître, soit à peu près la moitié des salariés de la commune. S'il y a des possibilités de reconversion pour les agents EDF et les sous-traitants, c'est autrement plus compliqué pour les emplois indirects et les emplois induits. La fermeture de la centrale occasionne au passage une perte de recettes fiscales pour la communauté de communes. Ce à quoi l'État devrait verser 32 millions d'euros répartis sur 10 ans en guise de compensation. Cet effort financier est inédit dans son ampleur, indique le site du ministère de la Cohésion des Territoires. Mais là où le bas blesse, c'est que malgré la fermeture, la commune de Fessenheim doit continuer de s'acquitter de sa contribution au FNGIR. Contribution fixe qui s'élève à 2,9 millions d'euros par an et qui avait été calculée en prenant en compte les 6,5 millions d'euros de rentrée fiscale permis par la centrale. Vous avez bien compris, malgré une baisse des recettes, Fessenheim doit toujours s'acquitter d'un même montant et cela ruine au passage l'effort d'accompagnement mis en place. Et manifestement, la date escomptée pour trouver une solution à ce type de problème serait l'après 2023.
Niveau organisation, on félicitera le gouvernement d'avoir fait de cette fermeture un fiasco complet. Et ce notamment du fait qu'il ne s'est écoulé que 2 ans entre l'élaboration du projet territorial et la fermeture de la centrale. Or, 2 ans pour préparer le terrain, ce n'est rien du tout. De nouveau pour Jean Rottner, c'est quelque chose qu'on aurait dû commencer il y a 5 ou 10 ans pour être prêt aujourd'hui. Il semble donc que l'État ne soit capable de raisonner qu'à court terme et encore, et qu'il soit indifférent à tout ce que cela implique. Et aujourd'hui, on est face de nouveau à un choc industriel auquel on doit faire face et on doit y répondre là, en quelques années. Moi, je veux bien, mais c'est une histoire qui se répète et moi, je dis juste stop. Et si on a besoin de l'État, c'est pour asseoir plus que jamais un projet territorial, c'est pour le renforcer, pour l'accompagner, mais pas pour être dans une vision très directive des choses. Laissons un peu de souplesse et d'agilité et d'intelligence là aussi aux acteurs du territoire pour essayer de trouver leur avenir. Mais je pense qu'il faut vraiment être conscient de ces chocs terribles, industriels, qui sont dus à des décisions politiques quasi instantanées. Ce sont des accords politiques, à chaque fois. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais peut-être un peu vif sur l'histoire, mais parce que travailler dans la vitesse et dans la récupération toujours de cette décision devient à un moment donné pénible et empêche de construire sur la durée. Donc s'il y a d'autres démantèlements qui doivent se faire, eh bien il faut qu'ils soient fixés rapidement en termes de date, que les acteurs locaux puissent clairement mettre là aussi un système d'accompagnement à partir des outils qui existent partout dans ce pays, mais qui sont des outils là aussi de collaboration. Faut-il se battre aujourd'hui sur les dates de fermeture et faire du lobby pour décider ou non quelle est la date de fermeture, ou sur la transformation du paysage industriel et sa conversion? Je pense qu'aujourd'hui, si une date est fixée parce que ce sont des objectifs politiques, battons-nous plutôt sur la conversion et la transformation du paysage industriel des zones concernées. À l'arrêt du premier réacteur, on avait déjà assez d'informations pour comprendre que politiquement cette fermeture était gérée n'importe comment. Mais visiblement, c'était pas assez. Puisqu'au vu des éléments qui nous sont parvenus à l'arrêt définitif de la centrale, le gouvernement a même réussi à s'enfoncer. Par incompétence contre l'avis des scientifiques sur le sujet, au détriment d'une cohérence sur les plans énergie-climat, avec en prime des ingérences allemandes dans un cadre européen, et aux dépens des résidents et travailleurs locaux. Certes, la crise du coronavirus est passée par ici entre-temps et n'a pas rendu les choses plus faciles. Par contre, elle n'a pas empêché les dirigeants d'aligner connerie sur connerie. D'ailleurs, la crise sanitaire aurait plutôt dû accentuer la vigilance sur la commune de Fessenheim, étant donné que la fermeture de la centrale était globalement irréversible. Il faut cependant bien comprendre une chose. Le gouvernement a pleinement conscience des avantages que procure le nucléaire. Publiquement, il crache pas mal sur l'industrie, mais derrière, il est bien content de l'avoir en base pour sa production d'électricité. Par contre, il fait tout pour ne pas trop la soutenir. D'une part par électoralisme et d'autre part par soumission au dogme de la sacro-sainte concurrence. Je m'explique, il existe un mécanisme de concurrence mis en place par la Commission européenne dénommé l'AREN. Celui-ci impose à EDF de vendre une partie de sa production électrique nucléaire à ses concurrents à un tarif avantageux. En d'autres termes, EDF subventionne sa propre concurrence qui, elle, n'assume pas le risque industriel et cela réduit aussi les perspectives de développement du nucléaire historique. Et pendant la crise sanitaire, les prix de marché de l'électricité ont chuté en dessous du dit tarif. Ce pourquoi plusieurs fournisseurs alternatifs ont traîné EDF en justice afin de résilier les contrats AREN. Parce que, vu que ce ne sont pas les exploitants du parc nucléaire, ils n'en ont rien à foutre du risque industriel. C'est dans cette situation que je qualifierais d'affaiblissement volontaire que le nucléaire évolue en France et survit autant qu'il vit. Tandis que les discours politiques et médiatiques, du style des partis en place ou des écologistes, n'aident ni à y voir plus clair ni à améliorer les choses. Enfin, tel qu'on est parti, avec le cap énergétique actuel, on va avoir droit à une douzaine d'autres fermetures de réacteurs horizon 2035. Si on veut vraiment éviter que cette situation n'arrive, il va falloir aller au-devant de pas mal de monde. Et au passage, récupérer notre souveraineté tout en poursuivant autant que faire se peut la pédagogie du problème. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'aurais pu développer encore sur d'autres sujets du nucléaire et sur la fermeture, mais je pense que c'est déjà bien assez long ainsi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à la partager à vos amis, même s'ils votent écolo. Et évidemment, n'hésitez pas non plus à me corriger si jamais j'ai dit une bêtise. De mon côté, faut que j'y retourne, ça fait des mois que j'annonce un gros dossier et que j'arrête pas d'en repousser la sortie.
Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'était le rectorat, ciao!